Nous voilà une nuit d'été en 1994 en Colombie, à Medellín plus précisément. Deux frères, de très mauvaise réputation, viennent à la rencontre d'un joueur de la sélection nationale sur le parking d'une boîte de nuit. Et à ce moment, c'est déjà trop tard. La Colombie de la fin des années 80 et du début des années 90 est un pays en otage. Otage de la peur, otage de l'argent sale, otage d'une poignée d'hommes qui ont bâti un empire sur la poudre blanche. L'économie parallèle de la drogue pèse des milliards de dollars et infiltre tout, politique, la justice, le sport, l'économie, bref, personne n'est intouchable. Les narcotrafiquants font régner la terreur. Ils font taire tous ceux qui s'opposent à eux. Tous sont confrontés au même ultimatum. Plata, l'argent ou le plomb. Qui sous-entend, soit tu acceptes d'être corrompu, soit tu prends une balle. Les règlements de compte sont quotidiens. Les enlèvements se multiplient. Dans les rues, le climat de terreur est permanent. Le 18 août 1989, le pays subit un énième fait divers. Luis Carlos Galán, candidat libéral à la présidence et figure majeure de la lutte contre la corruption, est abattu en pleine campagne. Le message est clair, même les voix les plus populaires peuvent être réduites au silence. Et bien sûr, la violence touche aussi le sport. En novembre 1989, la même année, le championnat local est annulé après l'assassinat de l'arbitre Álvaro Ortega par le cartel de Medellín, parce qu'il a refusé un but à l'Independiente Medellín. Et pourtant, au milieu de ce chaos, une lumière subsiste. Dans ce pays où tout semble corrompu ou brisé, la sélection nationale devient l'ultime fierté collective de la Colombie. Sous la houlette de Francisco Maturana, la sélection nationale développe un style unique, basé sur le jeu court, les passes rapides et le mouvement permanent. Un football léché, en somme, surnommé le toque. À la baguette, Carlos Valderrama, le maître du milieu, cheveux blonds en halo autour du visage, distribue les ballons comme un chef d'orchestre. Devant, Faustino Asprilla apporte sa folie créative, tandis que Freddy Rincón impose sa puissance et son flair devant le but. Une équipe qui respire la confiance et la maîtrise au point de faire trembler les plus grands. Le 5 septembre 1993, le monde entier assiste à un moment d'histoire. La Colombie inflige un 5-0 à l'Argentine à Buenos Aires dans le mythique stade Monumental. Maradona est absent, mais sur le terrain se trouvent tout de même des noms comme Diego Simeone et Gabriel Batistuta. Les Argentins sont humiliés, le Monumental réduit au silence. Mais l'euphorie se paye au prix fort. Au retour à Bogota, la liesse populaire dégénère. Des dizaines de milliers de personnes se pressent pour accueillir les héros. Et dans ce mouvement de foule incontrôlable, près de 100 personnes trouvent la mort. Malgré ce drame, la confiance reste intacte. Pelé lui-même déclare que la Colombie est un sérieux candidat pour soulever la Coupe du Monde aux États-Unis. Le rêve colombien grandit. Mais dans un pays où le football est devenu un symbole national, il attire aussi d'autres regards. Car là où il y a de l'argent, il y a aussi les cartels. Et ils n'ont pas l'habitude de rester spectateurs. Les réseaux criminels investissent massivement dans les clubs, y injectant des fortunes issues du trafic de drogue. Ce n'est pas seulement pour la passion du jeu, évidemment, le ballon rond devient une machine à blanchir de l'argent sale. Le plata au plomo s'invite dans les vestiaires et jusque dans l'arbitrage. Entre 1989 et 1990, plusieurs arbitres sont menacés, certains agressés pour s'assurer que les résultats favorisent l'Atlético Nacional, le club phare de Medellín. Plus les victoires s'enchaînent, plus la valeur des joueurs grimpe et plus le blanchiment est efficace. Même derrière les barreaux, Pablo Escobar reste un acteur central. Les joueurs de la sélection sont obligés de lui rendre visite dans sa prison de luxe, la cathédrale. Dans cette toile d'araignée criminelle, d'autres figures avancent leurs pions. Parmi elles, les frères Galón, membres influents de Los Pepes, qui signifie perseguidos por Pablo Escobar, persécutés par Pablo Escobar. Quand la sélection nationale, portée par son succès, devient la coqueluche du pays, les criminels se prennent aussi au jeu. Ils parient des sommes colossales sur un parcours brillant au Mondial 94. Et à l'inverse, les bookmakers, qui organisent les paris, espèrent que la Colombie trébuche pour encaisser des fortunes. Et au milieu de tout ça, sur ce terrain où se croisent passion et danger, un homme se distingue par sa droiture et son élégance. On l'appelait le gentleman du football. Pour Andrés Escobar, le football n'était pas qu'un sport, c'était une planche de salut. Sa mère était partie trop tôt, laissant un vide qu'aucune parole ne pouvait combler. Alors, il s'est réfugié dans le ballon rond, trouvant sur les terrains poussiéreux de Medellín un sens, une discipline, une raison de se lever chaque matin. Très vite, il comprend que son talent peut servir à autre chose qu'à gagner des matchs. Alors que la Colombie sombre dans la violence, il finance la scolarisation d'enfants défavorisés, soutient les plus démunis, multiplie les gestes discrets pour aider ceux que la société oublie.
Son engagement dépasse les terrains. Il veut incarner une autre Colombie, une Colombie digne et solidaire. Dans les stades, il devient rapidement le chouchou du public. Pas seulement pour sa classe, mais aussi pour son style de jeu. Défenseur élégant, précis, doté d'une excellente lecture du jeu. Il allie une technique rare à une solidité implacable dans les duels aériens. Un joueur qui impose le respect, même aux attaquants les plus redoutables. Le mondial 1994 doit être son tremplin. Les négociations avec l'AC Milan, le plus puissant club du monde à l'époque, qui venait tout juste de gagner la Ligue des Champions, sont bien avancées. Après le tournoi, il devait traverser l'Atlantique pour rejoindre la Serie A et poursuivre son rêve que peu de Colombiens avaient osé imaginer. Mais avant ça, il veut offrir un cadeau à son pays, un parcours mémorable en Coupe du Monde. Et il ne le sait pas encore, mais ce rêve va se transformer en cauchemar. Derrière les sourires et les discours officiels, la préparation de la Coupe du Monde 1994 se joue dans un climat de menace permanente. Depuis 1992, un mouvement aux allures de croisade baptisé l'IFUCOL, Limpieza del Fútbol Colombiano, ou nettoyage du football colombien, agite les coulisses. Officiellement, il prétend vouloir purifier le football des influences criminelles. Mais en réalité, il est étroitement lié au cartel de Cali et poursuit un objectif bien plus personnel: affaiblir l'Atlético Nacional, le club rival, autrefois détenu par Pablo Escobar. Leur message au sélectionneur Francisco Maturana est limpide. S'il convoque des joueurs de l'Atlético Nacional, il signera son arrêt de mort. Mais Maturana refuse de se plier aux menaces, par conviction, par loyauté, ou peut-être parce qu'il sait qu'écarter certains de ses joueurs serait se priver d'éléments essentiels pour le mondial. Donc 3 joueurs de l'Atlético sont retenus, dont Andrés Escobar. Mais le bras de fer entre les cartels ne se limite pas aux menaces verbales. 3 mois avant le départ pour les États-Unis, un drame frappe directement l'un des joueurs de l'équipe. Fernando Herrera, défenseur droit de l'Atlético Medellín, est angoissé. Son fils vient d'être kidnappé. Les ravisseurs exigent une rançon complètement démesurée. L'affaire secoue tout le pays. Herrera est désespéré et il apparaît à la télévision nationale suppliant qu'on lui rende son enfant. Et heureusement, quelques jours plus tard, le garçon est relâché. Mais le message, lui, est clair. Personne, pas même la famille des joueurs, n'est à l'abri. Dans ce contexte, le football n'est plus un simple jeu. Chaque sélection, chaque entraînement, chaque décision tactique se fait sous l'ombre menaçante des cartels. Et pour Andrés, le tournoi de sa vie commence déjà avec un poids terrible sur les épaules. Au Rose Bowl de Pasadena, en Californie, les Cafeteros affrontent la Roumanie emmenée par un certain Jorge Agui. Mais lorsque l'on regarde la composition de la Colombie, quelque chose frappe. Le gardien de but, René Higuita, considéré comme le meilleur joueur colombien de l'histoire avec Valderrama, n'est pas là. Et c'est normal, parce qu'il est en prison. Environ 1 an avant, une fille de 13 ans a été enlevée par les hommes de Pablo Escobar. Et comme Higuita était proche du célèbre narcotrafiquant, le père de l'enfant lui a demandé de faire l'intermédiaire pour libérer la fille. Donc René Higuita a accepté. Et comme il a réussi à sauver la petite, le père lui a donné de l'argent pour le remercier. Sauf que ça, c'est interdit par la loi du pays. Cette histoire lui coûte 7 mois de prison. Et il manque donc le mondial en 1994. Bref. Entre la pression énorme sur les joueurs et l'absence d'un joueur aussi important, les conditions sont absolument terribles pour les Cafeteros. Et attention, ce ne sont pas les seules raisons pour lesquelles ils perdent 3-1 à la surprise générale face à la Roumanie. En face, il y a un Agui monstrueux qui finit le match avec 2 passes D et un lob majestueux de 40 mètres. C'est pas seulement une défaite, c'est une humiliation. L'optimisme porté par tout un pays s'évapore en 90 minutes. Les joueurs regagnent l'hôtel dans un silence de mort. Et très vite, ils sont rattrapés par la réalité de la société colombienne. Les paris criminels, massivement placés sur un parcours brillant, semblent compromis. La colère des cartels monte. Dans les chambres, les téléviseurs sont piratés pour afficher des messages de menaces. Les familles des joueurs commencent à craindre pour leur vie. Et c'est pas les seuls. Le sélectionneur Francisco Maturana reçoit des menaces qui se résument à: si au prochain match, tu fais encore jouer le milieu de terrain Gabriel Jaime Barrabás Gómez, on te tue toi, lui et vos 2 familles. Maturana prend donc ces menaces très au sérieux. Et de toute façon, c'était déjà très difficile mentalement pour Barrabás, qui a été désigné par la presse comme étant le principal responsable de la débâcle face à la Roumanie. Donc à partir de là, le milieu de terrain de 34 ans prend place en tribune et ne rejoue plus un seul match du tournoi. Mais c'est pas fini. Comme si ça suffisait pas, l'atmosphère vire définitivement au cauchemar lorsque Luis Chonto Herrera, oui, encore lui malheureusement, apprend la mort de son frère dans un accident de voiture aux circonstances étranges, juste après la défaite. Une tragédie de plus dans un groupe déjà au bord de la rupture.
Mais le pire restait à venir avec le match contre les États-Unis. 22 juin 1994. Quelques heures avant le coup d'envoi de USA-Colombie, les joueurs sont réunis dans le vestiaire. Ce qui devrait être un discours d'avant-match se transforme en scène irréelle. Francisco Maturana, d'ordinaire maître de ses émotions, fond en larmes. Il s'adresse à Gabriel Jaime Barrabás Gómez. « Si tu joues aujourd'hui, ils vont te tuer. Toi, moi, nos familles. Tous comprennent que ce n'est pas une figure de style. Les menaces sont réelles, précises, impossibles à ignorer. » Sur le chemin du stade, personne ne parle. Tino Asprilla, d'habitude joyeux, se souvient de cette tension. Je regardais les tribunes et je me demandais lequel me tient en joue. D'où va partir le tir? Le match débute donc sous haute tension. À la 33e minute, un centre venu de la gauche est mal anticipé par la défense. Andrés Escobar, en voulant intercepter, tacle le ballon dans ses propres filets. Le seul but contre son camp de sa carrière, mais celui qui changera sa vie. Les États-Unis doublent ensuite la mise en seconde période. La Colombie réduit l'écart en fin de match, mais il est trop tard. Score final, 2-1. La défaite signifie l'élimination directe du mondial, avant même le dernier match de poule. La victoire face à la Suisse quelques jours plus tard n'aura donc aucune importance. Pour les Cafeteros, l'aventure est terminée. Mais pour Andrés Escobar, le vrai cauchemar ne fait que commencer. Le parcours des Cafeteros à peine terminé, les bookmakers encaissent l'argent perdu par des narcotrafiquants furieux. La plupart des joueurs colombiens choisissent de ne pas rentrer immédiatement au pays par peur des représailles. Barrabás Gómez, par exemple, déjà menacé de mort pendant la compétition, s'installe à Las Vegas pour laisser le temps faire son œuvre. Au passage, il tente de convaincre son coéquipier Andrés Escobar de faire la même chose. Mais celui-ci refuse catégoriquement. Il veut rentrer à Medellín, retrouver sa fiancée, préparer leur mariage et finaliser son transfert vers le Milan AC de Fabio Capello, le rêve ultime de sa carrière. Nous voilà alors le 29 juin 1994, aéroport José María Córdoba. Les gouttes de pluie s'abattent sur le sol de Medellín et absolument personne n'accueille Escobar, à l'exception de sa petite amie qui l'attendait. Pas d'insultes, pas de foule hostile. Seulement quelques supporters qui passaient par là par hasard et qui, contrairement à ce qu'ils s'attendaient, tentent de le réconforter. Chez lui, Andrés parle peu. Sa famille sent que quelque chose ne va pas. Pendant 4 jours, il erre dans la ville. Parfois, il rit avec des amis retrouvés dans des bars. Puis, sans prévenir, son regard se perd dans le vide. La mélancolie le rattrape. Dans la nuit du 1er au 2 juillet, il termine sa tournée des bars au Podoba, en plein centre-ville. Un peu avant 4 heures du matin, il rejoint sa voiture, un Honda Civic, garé sur le parking d'une autre boîte de nuit voisine. Et là, 2 silhouettes familières surgissent. Les frères Galón, dont on a parlé tout à l'heure. Les insultes pleuvent, les provocations s'enchaînent. Andrés, d'abord sur la retenue, finit par repousser l'un d'eux. Un homme descend alors d'un véhicule. Humberto Muñoz Castro, chauffeur et garde du corps des Galón. Sans un mot, il sort son arme et... Hasta siempre, campeón, que no se apague tu luz, sos eterno, no veo, tu huella jamás se borró. Hasta siempre, campeón, que no se apague tu luz, caballero, oh, oh, tu barra jamás te olvidó. Castro est condamné à 43 ans de prison, mais libéré au bout de 11 ans seulement, malgré les protestations des supporters et de la presse. Officiellement, l'affaire est close, mais beaucoup sont convaincus que ce meurtre a été commandité par un réseau de parieurs ayant misé des fortunes sur la qualification de la Colombie pour les huitièmes de finale. Ce 2 juillet 1994, la Colombie a donc perdu une étoile. Pas celle d'une Coupe du Monde, non. Celle d'une légende, aux portes des sommets de ce sport. Le choc est immense. Les stars Valderrama et Asprilla refusent même de jouer pour la sélection pendant quelques temps. En résumé, une sordide histoire d'argent qui a mal fini parce qu'elle impliquait des criminels en bande organisée. Un schéma inlassablement répété dans cette Colombie des années 90. C'est donc pour cette raison que l'ancien sélectionneur Francisco Maturana a dit plus tard: notre société pense que c'est le football qui a tué Andrés. Non, Andrés était un footballeur tué par la société.